Partis par la Suède, nous rejoignons la Norvège que nous remontons par la côte jusqu'à Narvik. Retour en Suède jusqu'à Piteå au sud. Par la Finlande, nous retrouvons l'extrême nord de la Norvège. À nouveau, nous parcourons la Finlande puis la Suède pour découvrir le sud de la Norvège. Ce soir, pour dormir, nous nous installons sur un vaste parking à Minden, près de Hanovre. Nous sommes sur le bord du fleuve Weser, où un moulin tourne sa roue à aube. Première prise de ferry à Puttgarden pour rejoindre le sud du Danemark. Tandis que Maurice semble très à l'aise accoudé au bastingage, Nicole semble peu réchauffée pendant cette première traversée sur la mer Baltique. À Kogé, sur la route de Copenhague, nous faisons halte sur un camping au bord de la mer. Pour les Français à Copenhague, il est très facile de trouver les toilettes pour les hommes, que sont des pissoirs. Après avoir traversé toute la ville à pied, nous nous retrouvons devant une photo de la petite sirène qui est partie à Shanghai, au grand regret de Nicole. La garde royale danoise a un côté très british. Maurice a tenté de les faire sourire, mais en vain. Kogé, Copenhague, Kronsborg, où l'on prend le ferry pour 20 minutes de traversée. Le temps passe si vite que les employés du bateau recherchent les propriétaires du seul camping-car oublié. Et poursuivons sur Halmstad et Melrøm. Après Halmstad, nous arrivons à Melrøn, au bord du plus grand lac suédois. Par obligation, hélas, le copilote doit nettoyer le pare-brise, afin que le pilote puisse mieux appréhender la route future. Melrøn, Elverum, en traversant la frontière norvégienne. Nous sommes sur un camping au bord de la Glomma en crue, et nous espérons que nous n'aurons pas les roues dans l'eau au réveil. Avant le repas, la pause tiponche est obligatoire, surtout pour Maurice. Il fait beau, et jusqu'à 22h, le soleil nous permet de manger dehors. D'Elverum à Tolga, nous longeons la frontière suédoise à travers les montagnes. Nous longeons un affluent de la Glomma qui devient tumultueux au grand bonheur des kayakistes et des rafteurs. Maurice sympathise avec une Norvégienne parlant un peu français et Nicole avec un bel Italien connaissant Bourg-Saint-Maurice. À travers la forêt de sapins, nous repartons par la 217, à peine carrossable, en évitant les ornières et les bosses. Aucune circulation sur cette route et aucune maison visible. Nous sommes seuls. Surprise! 2 élans, payés par le syndicat d'initiative, nous attendent au bord de la route. Avec étonnement, nous découvrons des lacs encore gelés et nous sommes fin mai. Nous arrivons à Røros, ancienne ville minière, d'où on extrayait du cuivre. Malgré le soleil, pour la visite de la ville, il fait 6 degrés. 2 rues principales, avec quelques commerces, et les maisons des anciens mineurs dont les toits sont couverts d'herbe. Au cimetière reposent des Français venus au XVIIIe siècle. L'effigie d'un renne, emblème de cette ville, trône fièrement au milieu de la place. Des jeunes filles, en costume traditionnel, acceptent de poser pour la photo. Au camping à la ferme, le sol est très instable. Le 4x4 d'un Norvégien nous sortira de ce bourbier. Nous quittons Tolga pour rejoindre le bord de mer à Molde. À Eidfossen Kraftwerk, prononciation douteuse, nous nous arrêtons pour admirer les cascades que nous surplombons. Le flot en contrebas est impétueux et assourdissant. Sur la route, petite pause devant l'église d'Obdal. Avant Molde, nous longeons le Tingvoll-fjorden. Du sommet des montagnes tombent de très nombreuses cascades. À Molde, nous trouvons un camping
Hélas, pour la première fois payant, au bord du Moldefjord. Nous sommes aussi en bout de piste de l'aéroport. Aucun avion ne viendra perturber notre repos. Pour la première fois, il n'a pas fait nuit du tout. Allongés sur notre lit, nous pouvons contempler, à loisir, au loin, les montagnes enneigées et au bord de mer, les cabanes multicolores des pêcheurs. Départ de Molde, direction Frosta, en passant par Trondheim, que nous visiterons. Après le ferry, nous empruntons un pont payant traversant le Tingvollfjorden, sculpture d'un célèbre patineur norvégien dont nous ignorons le nom. La cathédrale de Nidarosdomen, construite au XIe siècle sur le tombeau de Saint Olaf, est le sanctuaire national de la Norvège. D'innombrables sculptures ornent sa façade. Derrière la cathédrale, nous sommes dans la partie moyenâgeuse de Trondheim, défendue par des bombardes de la même époque. Ici, comme dans le reste de la ville, nous ne croisons pour ainsi dire personne et tous les magasins sont fermés. Nous sommes le lundi de Pentecôte, il est environ 17 heures. Chaque plaque d'égout de la ville est ornée de motifs religieux. À Frosta, nous sommes dans un petit camping à la ferme. Il fait très froid et le ciel menaçant nous fait redouter la neige. Nous avons vu sur le Trondheimfjorden, il est 23 heures. Nous quittons Frosta pour Namsskogan, par une petite route sympa longeant les fjords. Nous nous arrêtons sur le site de Bolla, où nous avons pu voir des gravures rupestres datant de 8000 ans, en particulier l'ancêtre des skieurs. Mais en ce lieu, la présence d'ours est possible, alors prudence. Plus loin, les cascades de Formofoss nous attendent. Accès difficile. Nicole, prudente, reste sur le pont. Maurice, téméraire, descend au bord du torrent. Maurice, toujours aussi téméraire, s'approche de notre premier troupeau de rennes en laissant Nicole, qui s'inquiète pour lui, dans le camion. De Namsskogan à Ilvoham, nous empruntons la route touristique numéro 17. Nous entrons dans la Norvège du Nord, territoire des Samis. En plus de l'herbe, un arbuste pousse sur le toit. Sur la route 17, les paysages sont toujours aussi beaux et sauvages. Parfois, nous rencontrons des cascades où l'on s'arrête. Plus loin, des lacs gelés. La végétation se rappelle de l'hiver en cette fin mai. Nous sommes au bord du fjord Rana. Le soleil est de retour, mais il a peine à nous réchauffer. Nous embarquons sur le ferry gratuit de Levanger à Nesna pour une traversée qui durera 30 minutes. À la sortie du ferry, les échassiers et leurs petites familles nous souhaitent la bienvenue. La route 17 n'est pas large et Nicole doit se garer de temps en temps pour laisser passer les camions impatients. Nous continuons à admirer les paysages toujours superbes. Les sommets enneigés semblent de plus en plus à pic. De nombreux îlots s'égrènent le long des fjords. Avant Moirana, que nous ne visiterons pas, deux renardeaux semblent perdus et peu sauvages au milieu de la route.
Maurice en est tout ému. Nous ratons le dernier ferry du soir à Kilbogan, mais nous avons la chance de trouver un camping au-dessus du port. Ce camping, avec électricité, est gratuit, mais pas de douche. Nous sommes seuls sur ce terrain. À 23 heures, le soleil est toujours là, éclairant notre véhicule et les montagnes au loin. De Kilbogan à Salstromen, le long de la côte, ferry et tunnels sont au programme de ce jour. Au loin, une neige fraîche de la nuit a recouvert la montagne. En attendant le ferry, nous observons une mouette qui couve, peu gênée par notre présence. Le ferry arrive avec 3 heures de retard, suite à une panne. Nous sommes partis pour 1 heure de traversée. Nous frôlons la pique des montagnes qui plonge dans le fjord et passons la balise du cercle polaire. Nous observons quelques villages sur le bord de la côte et arrivons à Jektvik. Nous traverserons ensuite plusieurs tunnels, dont un de 7 km. Toujours sur la route 17, nous admirons plusieurs glaciers qui descendent presque jusqu'à la mer. Des sommets enneigés, d'énormes cascades bondissent dans un bruit assourdissant. Nous sommes installés à Salstromen dans un camping payant. Il fait beau et c'est l'heure de l'apéro. À 23h30, nous marchons en direction d'un pont élevé d'où nous pourrons mieux voir le soleil de minuit. Il fait jour et Nicole, toujours emmitouflée dans sa polaire, admire le paysage. Des mouettes profitent de la marée montante formant un mascaret pour se laisser porter au gré des flots tumultueux. Le courant est si fort que l'on croirait une rivière en crue remontant jusqu'au fond du fjord. Il est minuit, à l'horizon, le soleil s'estompe légèrement. Sur cette courte étape de Salstromen à Almot, toujours le long du fjord, nous passons 7 tunnels. À midi, il fait beau et chaud. Sur une aire aménagée, nous nous restaurons. La cuvette, debout sur la table, fait de l'ombre à la bouteille de vin blanc. Malgré le soleil et la douceur, les lacs restent gelés. Nous approchons d'Almot, situé au bord de Lofotsfjorden, fjord qui s'enfonce jusqu'à Narvik. À Almot, le camping est simple mais un peu cher. Nous sommes seuls sur le terrain. Dans les bungalows en bois séjournent quelques Allemands. À l'horizon, la montagne baptisée les Trois Tétons par Maurice se dresse toujours enneigée. Après dîner et soirée cinéma sur l'ordinateur, nous allons nous balader en bord de mer. Il est 23h, il fait frais. Nous remontons vers le camping-car. Sur notre chemin, nous sommes étonnés de rencontrer un brave jardinier cultivant la terre de son petit jardin à presque minuit, comme s'il était 2 heures de l'après-midi. Nous allons de Almot à Lokuvik, dans les îles Lofoten, en prenant le ferry à Bogne. Aux aurores, bien qu'il fasse jour toute la nuit, un lièvre nous rend visite. Ce matin, il y a du soleil. Nous allons prendre le ferry pour rejoindre les îles Lofoten. Et malgré le soleil, sur le ferry, Nicole a encore froid. Nous quittons Bogne, la traversée durera 1 heure. Nous en profitons pour nous restaurer à bord et nous arrivons à Lodingen.
Après avoir passé 6 tunnels, dont un sous un fjord, nous arrivons à Lågvik, sur un camping où nous serons encore seuls. Il n'est pas tard, Maurice en profite pour laver le camion. Lågvik est tout petit, à perte de vue, sèche des morues qui dégagent une odeur nauséabonde. Lågvik, Otterren, nous quittons les îles Lofoten pour retrouver le continent. Nous partons vers 10 heures sous un ciel gris. Sur les îles, la végétation était printanière. Sur le continent, nous retrouvons les paysages de neige et les lacs gelés. Nous nous arrêtons au mémorial de Narvik, commémorant la première victoire franco-anglo-norvégienne sur les nazis. Arrivés à Otterren, nous trouvons difficilement un camping, réservé au mobil-home, et plein. Le responsable nous trouve un tout petit emplacement avec électricité. Beaucoup de bungalows ont leur sauna. Il est 20h, il pleut, nous sommes fatigués. Tiponche, dîner, télé, dodo. D'Otterren, nous retournons sur nos pas pour visiter Tromsø et revenir à Nord-Skjærgården. Tromsø est une île que nous rejoignons par un pont. En passant par la rue principale, nous longeons une façade décorée de céramique représentant la nuit polaire et le soleil de minuit. Plus loin, le vieux cinéma de 1915. Nicole prend des risques face à l'ours blanc devant le regard froid de Amundsen, célèbre explorateur polaire. Nous quittons Tromsø pour Nord-Skjærgården, sur un tout petit terrain au centre-ville où nous allons subir une vraie tempête de neige. Nous quittons la Norvège pour redescendre en Suède jusqu'à Vilangi. Nous voyons plusieurs cascades avant de franchir la frontière entre la Norvège et la Suède et retrouver les lacs gelés. Dans un camp de mobil-home, chaque emplacement est doté d'un scooter de neige et des peaux de renne sèches au soleil. D'interminables routes droites et désertes, parfois traversées par des rennes, nous conduisent à Vilangi, près de son église. Les élans se faisant rares dans la nature, nous décidons d'aller visiter un parc. Visite guidée où nous pouvons voir de près quelques spécimens. Ce sont des animaux chassés, il n'en reste que 300 000 en Suède. Maurice, téméraire mais pas trop, va jusqu'à les caresser. Nous nous installons près d'un camping fermé où, après négociation, nous aurons quand même l'électricité. Vilangi, Gallimard, en passant par les mines de fer de Kiruna. Kiruna, les mines de fer se profilent à l'horizon. Nous visitons le centre-ville, ses immeubles modernes, son horloge majestueuse. Cette ville risque d'être entièrement déplacée à cause des galeries souterraines sur lesquelles elle est construite. Nous allons ensuite voir son église. Comme souvent, le clocher est à côté de l'édifice principal. Extérieur et intérieur sont en bois.
départ pour la mine, en car, qui nous emmène dans les galeries à 540 mètres sous le sommet. Explications historiques et techniques, mais en anglais. On se sent quand même tout petit. Près du camping, à Galivar, un village sami est reconstitué, mais hélas fermé jusqu'au 15 juin. Nous pouvons quand même apercevoir les différents habitats des Lapons, du plus ancien au plus récent. De Galivar à Jokkmokk, nous traversons la Laponie. Sur cette route, c'est la toundra où paissent souvent des troupeaux de rennes. Nous redescendons vers le sud et pour la deuxième fois, nous passons le cercle polaire. À Jokkmokk, il pleut et un musée sami très intéressant nous permet de passer une partie de l'après-midi en nous faisant découvrir la culture sami. Chemin faisant, nous découvrons l'église de la ville. Très petit camping à la ferme, tenu par 2 jeunes parlant français. Nous sommes au bord d'un petit lac. De Jokkmokk, nous rejoignons Pittea, ville jumelée avec Saint-Barthélemy aux Antilles. Visite de Pittea que Maurice se fait un devoir de découvrir. Sa rue principale, animée par une braderie. Son église, un hôtel datant de 1905. Pittea est un port sur la Baltique et nous avons pu trouver, avec beaucoup de chance, un camping où nous nous installons. Le soir, des salariés de l'ONPE locale, encadrés par un Canadien parlant français, nous invitent à partager leur dîner. Saumon au feu de bois et échange sympathique, arrosé de bon vin. Maurice y va de son charme, et Nicole en fait autant, pourquoi pas. Pittea Enontekiö, en traversant presque la Finlande du nord au sud. Nous sommes rassasiés par les lignes droites, les forêts et les lacs suédois. Nous décidons de remonter vers la Norvège et traversons pour la 3e fois le cercle polaire. Enontekiö au nord de la Finlande, à Alta au nord de la Norvège. Comme souvent en cette période, nous sommes seuls sur le camping. Hier soir, la température a eu du mal à dépasser les 4 degrés. À la sortie du camping, nous prenons à droite alors que nous aurions dû partir vers la gauche. Nous passons devant l'église d'Enontekiö et son clocher, très effilé. Un brave autochtone nous remet sur le bon chemin. Fréquemment, dans ces régions, le sol est sablonneux. Nous passons la frontière finno-norvégienne pour arriver à Kautokeino, centre important de la culture sami. La première chose qui nous saute aux yeux est un tremplin de saut à ski, vue générale de l'habitat dispersé de la ville. À la sortie de l'église, les Samis en costume traditionnel viennent de célébrer la communion des jeunes. Le bonnet de Nicole est un peu ridicule comparé au bonnet Sami, très ouvragé. D'après le guide du routard, le Yule Silver Gallery est la caverne d'Ali Baba. C'est exact. Bijoux, costumes, vaisselle Sami, tout y est. Nous sommes dans le Grand Nord norvégien, de Alta à Karalak.
Nous quittons le camping pour Alta, visiter le muséum, site classé par l'UNESCO. En bordure de l'Altafjorden, nous découvrons sur 5 km à pied d'innombrables gravures rupestres datant d'environ 8000 ans. Elles sont peintes en rouge pour être plus visibles. Visite intéressante, mais le vent est froid. Kawaii et bonnet sont indispensables. Nous quittons Alta. Presque toute la végétation a disparu. Nous sommes dans un monde entièrement minéral et ligne droite à perte de vue. Une église sortie de nulle part dresse son clocher. À l'horizon, aucune maison n'est visible. Nous retrouvons la mer dans un fjord. La végétation a un peu changé et des troupeaux de rennes, sans gêne, nous barrent la route. Arrêt pipi, près de 2 tipis. Nous allons visiter le Stockedalen Canyon. À pied, l'accès y est difficile. Aucune barrière de sécurité. La pique est vertigineux. Le chemin est parsemé de crottes d'élan, mais d'élan, point. Nous retrouvons le plateau au-dessus du canyon. La végétation n'a pas changé, c'est toujours aussi rocailleux et désertique. Depuis longtemps, nous ne croisons plus de véhicules. Maurice, sûr de lui, guide Nicole dubitative sur un chemin pierreux. 2 km plus haut, nous arrivons à une auberge de jeunesse fermée, mais avec possibilité d'avoir l'électricité. Ouf! Il est 20 heures. Encore une fois, nous sommes seuls sur une sorte de parking perdu dans la nature. À minuit, nous allons nous balader. Il fait très très froid, mais le soleil est toujours là. Et ce soir, il ne se couchera pas du tout. Nous quittons Karalax en Norvège pour aller à Nuorgan en Finlande, étape la plus septentrionale de notre voyage. Nous sommes à Lebesby, près de l'église. Nous y prenons notre repas. Nous sommes presque à la hauteur du Cap Nord, au bord du lac Søfjorden, où nous découvrons les parcs circulaires à saumon en mer. Nous reprenons notre route, qui n'est plus une route, mais une piste, et qui n'est ouverte que 3 mois en été. De plus en plus de neige de chaque côté, jusqu'à atteindre la hauteur du camion. En redescendant vers la vallée, le chemin est de plus en plus impraticable. Tous les lacs sont gelés et il n'y a aucune végétation. Nous sommes à nouveau au niveau de la mer, à Tana, devant son église. Nous quittons la Norvège pour retrouver la Finlande. Nous arrivons au camping de Nuorgan, loin de Paris. Nous sommes encore les seuls camping-caristes. À minuit, le soleil éclaire toujours notre véhicule. Et à 2 heures du matin, Nicole a le soleil dans l'œil. Les barques des pêcheurs de saumon sont alignées sur le bord du fleuve Tana. En Finlande, nous redescendons vers le sud, de Nuorgan à Sodankylä. Nous suivons le fleuve Tana pendant quelques kilomètres, puis nous roulons à travers la Finlande. Les paysages se suivent et se ressemblent. Forêts, lacs, marécages, lignes droites interminables, parfois traversées par des rennes.
Nous observons dans les sous-bois des fourmilières de plus de 1 mètre de haut. À Sodankila, nous faisons le plein de ce que nous croyons être du gazole. 3 km plus loin, le véhicule s'arrête, c'est la panne complète, il est 18 heures. Après avoir téléphoné à l'assureur en France, une dépanneuse nous prend en charge à 21 heures. Et retour à Sodankila, où nous passerons la nuit près du garage. L'inclinaison du camion a un peu perturbé l'intérieur. Toujours en Finlande, de Sodankila à Kemi, où nous retrouvons les bords de la mer Baltique. Sur la route de Kemi, nous sommes près de la frontière russe. Nous nous arrêtons dans le magasin de la mine d'améthyste. Et toujours des rennes sur la chaussée. Loin de Paris, à Rovaniemi, sur le cercle polaire que nous passons pour la 4e fois, une visite au village du Père Noël s'impose. C'est une immense cité commerciale d'où nous envoyons bien sûr des cartes à nos petits-enfants. C'est Noël dans tous les magasins où tout s'achète. Les lettres reçues par le Père Noël sont affichées et ces lutins sont très occupés. Sur un petit camping d'une dizaine de places, nous nous installons près du fleuve Kemijoki. Fini la Finlande, nous retrouvons la Suède, entre Kemi et Bisk. Ce camping est aussi une école de musique et de danse. Certaines salles sont toutes en bois, toit et murs. Maurice essaie de prendre en photo un couple de pluviers. Pendant que madame est sur la route, monsieur est dans les champs. Ou peut-être inversement. Gamelstadt, que nous pouvons traduire par cité ancienne, est construite autour de son église. L'intérieur est particulièrement ouvragé et coloré, avec de nombreuses dorures, telles qu'on les voit sur la chaire, et un triptyque très ancien. Toutes les petites maisons se ressemblent. Elles servaient d'hébergement aux pèlerins. Chaque fenêtre est pourvue de rideaux en dentelle. Cette cité est classée par l'UNESCO. Comme tous les cimetières que nous avons rencontrés, celui-ci est très sobre. Seule croix ou pierre indique les emplacements. Bisk, immense camping 5 étoiles, mais peu cher, au bord de la Baltique. Nicole, toujours en polaire, regarde Maurice, très courageux, prendre un bain de pied. La plage de sable est immense, mais vu la température, pas de touristes allongés. Bisk Storuman pour aller visiter le zoo de Lycksele. Un phoque curieux pointe son nez. Un goupil malicieux s'est laissé caresser par Maurice. Là, un butor énorme.
Ici, une meute de loups. Plus loin, une mère ours veille sur ses 3 oursons alors que les mâles font du charme aux visiteurs. Papa élan se repose tandis que maman promène son petit. Un bœuf musqué reste impavide. Le renard polaire perd sa toison blanche de l'hiver. Nous nous arrêtons à l'église de Stensele, la plus grande église en bois de Suède. Mais hélas, elle est fermée. À Storuman, nous campons au bord d'un lac où nous retrouvons des Français d'Albertville et un couple de retraités nantais en tandem qui part au Cap Nord. Le soir, coucher de soleil à 23h. Nous partons de Storuman en direction de Rattan, au centre de la Suède. Sous les forêts de sapins interminables fleurissent les lichens. Le sol est d'un jaune pâle, très pâle, on croirait de la neige. Il a plu beaucoup dans la journée et le soir, barbecue à l'abri sur le petit terrain de camping dont le gardien s'est excusé pour le mauvais temps. La Suède nous est monotone et d'un commun accord, nous décidons de retourner en Norvège à Alvdal. À cause d'une déviation mal comprise, nous prenons une route qui se transforme en chemin de terre. Au bout, un pont en bois interdit aux 3,5 tonnes. Impossible de faire demi-tour. Alors, Nicole, sous l'impulsion de Maurice, engage à vive allure le camion en serrant les fesses. À Alvdal, au bord de la Glana, petit terrain de camping, refuge des pêcheurs. Par les montagnes, nous irons rejoindre Skjolden. Nous sommes en Norvège et les paysages ont changé. En cours de route, nous nous arrêtons pour prendre un café. C'est une auberge avec quelques magasins de souvenirs au toit recouvert d'herbe. Nicole, au soleil, mais toujours avec sa polaire, déguste un chocolat chaud sous l'œil inquiétant d'un magnifique troll. Les paysages sympas se succèdent. Au fond de la vallée, quelques maisons en bois rouge. À midi, repas au soleil à Vaga, près de l'église, mais polaire, toujours obligatoire. Nous nous rendons sur un site ancien où se dressent de vieilles maisons de bois typiquement norvégiennes. À l'homme, une impressionnante église en bois goudronné datant du XIIe siècle. L'intérieur se visite mais ne se photographie pas. Sur la route 55, interdite aux caravanes, nous prenons de l'altitude et encore une fois le paysage est grandiose. En contrebas, serpente la route d'où l'on vient. Nous sommes en haute montagne et des cascades jaillissent de partout. Au bout de 25 km de montée,
à au moins 10%, nous atteignons le sommet du col. La neige est omniprésente. En cette mi-juin, quelques touristes pratiquent le ski de fond. Et Nicole, sans polaire, dans la neige, se réchauffe au soleil. Pendant 25 km, la descente est vertigineuse. Les freins souffrent, chauffent et fument. Nous devons nous arrêter à mi-pente. La descente s'est terminée au frein moteur et nous nous arrêtons au premier camping de Skjolden, près d'un lac où tombe une cascade. La prochaine destination sera Flamme. Nous prenons le ferry pour 2h30 de traversée entre Kopanger et Årland. Nous croisons une navette qui nous aborde pour un échange de passagers. Nous sommes sur un des fjords les plus étroits de Norvège, le Sognefjord. Les cascades se succèdent et nous apercevons des villages inaccessibles par la route. À 16h, à Flamme, nous prenons le petit train touristique. Nicole s'inquiète, Maurice s'attarde sur le quai. En route pour 20 km d'ascension. Nous surplombons Flamme. Une seule voie pour 2 trains, donc arrêt pour permettre le croisement. Par de nombreux tunnels, le train avec crémaillère s'élève en spirale. Arrêt de quelques minutes pour admirer une énorme cascade. Arrivée au sommet, en gare de Myrdal, puis redescente dans la vallée vers Flamme. Ce soir, nous camperons à Flamme, au pied de la falaise. Nous sommes partis de Flamme pour rejoindre Larvik sur la côte, où nous prendrons le dernier ferry. Cette nuit, nous avons campé tout en bas, et la vue d'ici est magnifique. Pour la dernière fois, nous traversons la montagne, toujours aussi belle, avec des lacs encore gelés le 17 juin. Et au loin, une petite station de ski et une remontée mécanique. Dernière église en bois, dernière maison norvégienne très typique. Prise de ferry à Larvik jusqu'à Hirtshals au Danemark. À Larvik, le dernier ferry est complet. Donc, nous prendrons le premier du lendemain.
Pour embarquer tous les véhicules, motos, voitures, camping-cars, camions et cars, il faudra attendre plus de 2 heures pour devoir quitter la côte norvégienne. Sous un soleil radieux, nous quittons la Scandinavie. Nous avons encore la tête pleine d'images magnifiques. Nous n'avons qu'un seul désir, y retourner.